Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du traitement au PSMA. Donc, j'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Donc, notre cours aujourd'hui, on va commencer. Pour pouvoir traiter au PSMA, il faut savoir comment lire la TEP au PSMA. Alors, on va commencer avec cela. Puis, on va parler du traitement, parler de l'approche multidisciplinaire nécessaire au traitement. Et ensuite, on parlera un peu de l'avenir du traitement au PSMA. D'abord, parlons de la lecture de la TEP au PSMA. Donc, on ira avec le protocole d'acquisition, la biodistribution, les règles générales, la lecture de la TEP, la lecture de la maladie locale, ganglionnaire et à distance. Et puis, on finira avec les limitations et les solutions. Donc, le protocole B d'acquisition, les deux radiotraceurs principaux qu'on utilise, c'est le gallium-68 PSMA 11 et le DCF-PYL, qui est le piflufolastat. Euh, et on fait, c'est ça, on donne une certaine quantité de radiotraceurs et typiquement, on image à 60 minutes post-injection. Euh, il faut prévoir une hydratation avant l'acquisition et on peut aussi donner du furosémide un peu de temps avant ou après l'administration du PSMA. Alors, pour n'importe quel examen en médecine nucléaire, il est très important de connaître la biodistribution physiologique du radiotraceur. Donc, le PSMA se lie aux glandes lacrymales, à la fosse nasale, aux glandes salivaires, parotides, glandes sublinguales, sous-maxillaires, à la glotte, œsophage et paratrachéal aussi, des ganglions lymphatiques réactionnels, le pouls sanguin, le foie à la rate, les reins, le tractus gastro-intestinal, et vous allez remarquer que c'est le plus intense au niveau du duodénum et au niveau, bien sûr, urinaire et testiculaire. Les ganglions lymphatiques, vous le savez, ils peuvent capter au PSMA. Et aussi, lorsqu'on va commencer à utiliser des TEP digitales, on va voir de plus en plus les captations au niveau des épididymes. Et c'est vraiment important, cette captation peut être unilatérale. Alors, il faut faire attention avant de coller des anomalies à ces niveaux-là. Donc, comme règle générale, comment est-ce qu'on détermine si une lésion est probablement bénigne ou probablement maligne? Donc, on fait, disons, un cancer probable serait une captation focale intense ou faible si la lésion est très petite à cause du volume partiel, non physiologique et asymétrique. Et si la distribution est pas mal typique de la maladie. Là, on peut s'orienter vers une lésion probablement cancéreuse métastatique. Et de l'autre côté, c'est improbable si c'est le contraire, donc non focal, faible captation de taille significative dans une région physiologique et quand c'est symétrique, et bien sûr si la distribution est plutôt atypique du cancer. Donc, pour lire la maladie locale au niveau de la prostate, il faut penser un peu au primary score. Ça, c'est des règles qui ont été émises pour aider à l'interprétation de la TEP au PSMA parce que ce n'est pas n'importe quelle captation au PSMA à la prostate qui est maligne. Donc, évidemment, s'il n'y a pas de captation, il n'y a pas de, il y a pas d'évidence en fait de néoplasie captant le PSMA. Si au niveau de la zone de transition de la prostate, c'est assez diffus, euh, c'est probablement bénin. Mais prenez note que ce score n'est pas parfait, mais ça peut être utilisé pour vous guider dans votre interprétation lorsque vous voulez trancher entre probablement bénin ou probablement malin. Dans la zone centrale aussi, le plus que vous allez lire des TEP au PSMA, le plus que vous allez voir ces patrons de captation. Et en fait,
que ce soit dans la zone de transition ou centrale, lorsque c'est symétrique, bilatéral, c'est probablement bénin. Là, si on a une captation focale pas mal intense au niveau de la zone de transition, là, ça commence à être un peu plus suspect. Alors, il est important de distinguer le score 3 du score 2 à la zone de transition pour voir la différence. Ici, il y a une nette asymétrie, tandis que là, c'est un peu plus symétrique. Le score 4, celui-là est pas mal intéressant parce que c'est n'importe quelle captation au niveau de la zone périphérique. Alors, il n'y a pas d'intensité minimale requise à ce niveau-là. Et puis, le dernier score, c'est le score 5, c'est n'importe quelle captation d'un SUV 12, SUV max de 12. Donc, est-ce que le PSMA peut remplacer l'IRM? Alors, en fait, l'information qu'on obtient dans la stratification locale de la maladie, en fait, est différente avec le PSMA et l'IRM en soi. Et il y a eu une étude par Sonny et elle qui ont remarqué que, en fait, des fois, les patrons qu'on voit peuvent être différents, dans le sens que, vous pouvez voir cet exemple ici de E à H. L'IRM nous montre quelque chose de plus linéaire qui correspond plus à ce qui était décrit en histopathologie, tandis que le PSMA, c'était plus bifocal. Alors, quand on les compare les deux en termes de performance, on voit que l'IRM dans cette étude a obtenu des meilleurs résultats au niveau de l'invasion des vésicules séminales et de l'extension extraprostatique, et que pour la détection des maladies locales, leur performance était similaire. Alors, c'est ça. Et comme dans d'autres, pour la stratification T, dans d'autres cas, comme la maladie bilatérale de la prostate, c'était similaire aussi. Donc, en général, la TEP au PSMA ne peut pas remplacer l'IRM et on fait probablement, au final, ils auront un rôle complémentaire dans le staging local. Est-ce que le score de Gleason, est-ce que le niveau de captation au PSMA peut nous aider à prédire le score de Gleason? C'est comme oui et non. Dans le sens que quand vous regardez ces deux tableaux, vous voyez qu'il y a un trend de captation plus intense avec un score Gleason plus élevé, mais il y a un chevauchement significatif. Alors, ça peut nous donner une idée, mais ce n'est pas tout à fait fiable. Une étude ici très, très intéressante, en fait, démontre à quel point l'absorption du PSMA est liée à l'agressivité biologique de la maladie. Alors, pour une population ayant des scores Gleason de plus faible ou égal à 3 plus 4, dépendamment du niveau de captation, pauvre SUV max ou SUV max élevé, on peut voir que la survie était nettement plus faible, le progression-free survival était nettement plus faible chez ceux avec un no SUV max. Et dans cette étude, le cutoff, c'était un SUV max de 8. Alors, on voit quand même une nette différence dans ces courbes. Et c'est ça, au final, l'absorption du PSMA est corrélée à l'agressivité biologique, à la pauvre différenciation, à la résistance à la castration et aux métastases. Pour la maladie ganglionnaire, vous allez remarquer lorsque vous allez lire les TEP au PSMA que c'est très, très utile. La TEP au PSMA est très spécifique dans la détection des maladies ganglionnaires. Alors, on peut parler de quasiment une spécificité d'en haut de 95%. Mais par contre, elle n'est pas parfaite à cause de la sensibilité. Alors, elle est nettement plus élevée, la sensibilité, que l'imagerie conventionnelle, comme vous pouvez voir ici, mais elle est quand même limitée. Et ça fait du sens, parce que la sensibilité de la TEP au PSMA est limitée par les caractéristiques de la caméra en soi.
Alors, si la caméra permet juste de détecter des lésions de 8 mm ou plus, mais là, ça serait la limite de notre test au PSMA. Mais avec les caméras qui deviennent de plus en plus performantes, on va commencer à avoir des lésions ganglionnaires de plus en plus petites. Donc, juste pour vous démontrer à quel point la TEP au PSMA peut être utile dans la stratification initiale des ganglions, ou bien juste pour évaluer les ganglions néoplasiques en général, je vous montre genre cette coupe axiale d'une TDM, et je ne pense pas qu'il y a une personne qui collerait ce ganglion comme étant suspect dans une TDM. Mais par contre, lorsqu'on regarde la captation à la TEP au PSMA, on voit que la captation, elle est focale, relativement intense, définitivement non physiologique, asymétrique, et dans une zone typique de métastase de cancer de la prostate. Donc, ici, c'est un cancer probable. De l'autre côté, ici, on a une captation bilatérale médiastino-hilaire et au niveau de ganglions inguinaux. De un, on peut voir que la captation est plutôt diffuse, elle est faible, même si la taille des lésions est significative. Elle est physiologique, on s'attend à des ganglions réactionnels. Elle est symétrique. Et ces zones-là sont plutôt atypiques de métastase de cancer de la prostate, surtout s'il n'y a pas de métastase ailleurs, au niveau du pelvis. C'est sûr que c'est des zones où les métastases peuvent arriver, mais ils sont juste un peu moins typiques. Alors ici, c'est un cancer improbable. Pour les métastases à distance, il faut penser que, en fait, en théorie, le cancer de la prostate peut aller partout dans le corps quasiment, comme on peut voir dans une étude de biopsie ici, et le pourcentage des métastases. Mais c'est sûr qu'il y a des endroits qui sont plus fréquents que d'autres, dont les os. Alors, c'est nettement plus fréquent que les autres sites. Alors, il faut prendre cela en considération lorsqu'on interprète nos examens. Donc, parlons de ganglions distants. Ça dépend vraiment des critères des TNM qu'on utilise. Alors, si on prend le AJCC8, le cut-off, c'est au niveau des iliaques communes. Alors, tout ce qui est en dessous des iliaques communes, c'est encore N. Lorsqu'on est au niveau des iliaques communes ou plus élevé, on est à M1A. Typiquement, lorsqu'on image pour le staging, on s'attendrait à des métastases qui commencent au pelvis et qui montent supérieurement. Mais par contre, il faut prendre cela dans le contexte clinique. Si les patients ont eu une dissection ganglionnaire au niveau pelvien, ça se peut très bien que ça skip parce que le drainage lymphatique a été altéré par la chirurgie, alors ça se peut que ça aille directement dans une station ganglionnaire plutôt métastatique. Les métastases osseuses. Il faut faire très attention lorsqu'on lit des TEP au PSMA et lorsqu'on voit des captations osseuses, parce que l'incidence des lésions osseuses indéterminées est élevée. Par exemple, dans une étude rétrospective de Phelps et al., les lésions osseuses indéterminées ont été identifiées chez 48 des 243 patients, 20%. Alors, c'est quand même significatif. On peut utiliser des règles pour nous aider à trancher vers si c'est probablement bénin, probablement malin. C'est sûr que ces règles ne sont pas parfaites, mais bien sûr, si c'est une lésion isolée, mais là, il faut faire attention avant de call cela une métastase. Si c'est dans un site typique de métastase de cancer de la prostate et que le SUV max est significatif, ben oui, c'est probablement malin. Sinon, mais il faut faire un peu plus attention avant de le call catégoriquement malin. Et il faut aussi faire attention si c'est dans des sites atypiques
par exemple, les côtes. Alors, bien sûr, si c'est moins captant, c'est probablement bénin. Plus captant, c'est probablement malin, mais il faut faire attention parce que là, tu as un autre critère qui est plutôt atypique. Mais là, si tu as d'autres métastases osseuses, mais là, on peut quand même dire que les captations sont probablement malins. Ça aide quand même. Alors, le problème, c'est surtout lorsque les lésions osseuses indéterminées sont isolées. Si on regarde ces critères dont on vient de parler, on peut voir qu'ils ne sont pas parfaits et qu'eux, ils l'ont déterminé avec un très faible nombre de patients. Alors, ces critères doivent être pris avec un grain de sel. Alors, on peut voir, par exemple, si tu as plusieurs métastases osseuses et puis tu as une lésion indéterminée et le SUV max est en bas de 5, ben tu as quasiment une chance sur 4 d'avoir tort si on dit que c'est malin. Mais en même temps, probablement, le management ne changerait pas beaucoup parce que le staging ne changerait pas significativement. Ça, c'est des exemples de lésions osseuses malignes ici, bénignes. Et ça, c'est un peu contraire. Là, la captation est faible dans un endroit typique, mais celle-ci, finalement, a été maligne. Et contrairement, ça, c'est une captation un peu plus intense, costale, mais finalement, elle a été déterminée bénigne. Donc, pour résumer cette section, un cancer probable, c'est une captation focale, intense, non physiologique, asymétrique. Et le contraire, c'est un cancer improbable. L'imagerie PSMA ne remplace pas l'IRM dans les bilans d'extension locale. Elle est très spécifique dans l'interprétation de maladies ganglionnaires, mais elle n'est pas sensible à 100%. Et il faut faire attention lorsqu'on interprète les lésions osseuses à la TAPO-PSMA. Donc, certaines limites et solutions. Il y a un phénomène de flare à la TAPO-PSMA, surtout avec les agents anti-androgéniques. Typiquement, il n'y a pas de flare qui a été décrit après au-delà de 3 mois de suivi. Alors, il faut faire attention, il faut tout le temps mettre en contexte notre interprétation, surtout si on fait des TAPO-PSMA de suivi post-hormonothérapie. Les effets post-radiques au niveau de la prostate peuvent donner des patrons trompeurs de captation qui ont l'air malins, mais au final ne le sont pas. Alors ça, c'était un case report où cette captation était finalement fibrotique, cicatricielle, plutôt que maligne. Et ici, ça, c'est une prostatite granulomateuse qui captait intense au PSMA. Alors, au niveau du lit de la prostate, c'est très difficile des fois à cause de l'activité urinaire. Il y a plusieurs solutions qu'on peut prendre. De un, serait faire une imagerie à 3 minutes post-injection, avant que l'urine ait du temps de s'accumuler. C'est sûr qu'à 3 minutes, on n'est pas autant sensible qu'à 45 minutes ou 60 minutes, mais ça pourrait mitiger cette limitation. Une autre solution serait d'avoir des images post-contraste tardives. Alors, comme vous voyez, on a un cas ici où la captation au lit de la prostate est paramédiane gauche. Est-ce qu'on est 100% convaincu que c'est une néoplasie? Non, elle est quand même pas mal suspecte à cause qu'elle n'est pas centrale, mais peut-être le conduit urinaire n'est pas tout à fait central non plus. Mais lorsqu'on fait une imagerie post-contraste, on voit qu'il y a une lésion ici qui comprime le conduit urinaire et ça, c'est compatible avec une récidive. Et à noter aussi, c'est une zone très, très typique de récidive de cancer de la prostate. Les ganglions sympathiques, vous le savez très bien, peuvent capter, alors faire très, très attention, surtout dans le staging ganglionnaire. Et c'est ça pour la captation urinaire urétérale. Il y a plusieurs solutions à cela.
les imageries post-contraste nous permettent de voir très bien les urtères et en correspondance avec les captations. On peut utiliser le LASIK ou bien simplement suivre l'urtère comme on le fait à la TDM faible dose et voir si l'activité correspond à cela. Ça peut être parfois focal, alors il faut faire attention. Pour la maladie à distance, il y a énormément de pitfalls à la TAP-PSMA. Ce que je vous suggère de faire, c'est de chercher un article ou de trouver un tableau comme celui-ci qui énumère essentiellement de nombreuses maladies qui peuvent capter à la TAP-PSMA et de l'avoir comme référence lorsque vous interprétez vos examens. Alors, comme vous pouvez voir, il y a énormément de cancers malins qui peuvent capter au PSMA et aussi de processus bénins aussi. Voilà quelques exemples. Fracture costale, adénocarcinome pulmonaire, hémangiome hépatique. Ici, basé sur la captation tout seul, on pourrait dire que c'est une métastase hépatique. Il faut faire très, très attention. Dysplasie fibreuse, maladie de Paget, méningiome et un carcinome thymique. Alors, le traitement anti-androgénique peut provoquer un flare de PSMA dans les 3 premiers mois. La captation du PSMA dans la prostate n'est pas toujours synonyme de cancer de la prostate. Portez une attention particulière aux ganglions sympathiques qui peuvent imiter des métastases ganglionnaires. Et soyez conscient des autres processus qui peuvent capter le PSMA. Alors, c'est sûr que l'imagerie PSMA révolutionne la gestion du cancer de la prostate et il est très important de noter que la fixation du PSMA n'est pas synonyme de cancer de la prostate. Et aussi que l'absence de fixation n'exclut pas le cancer de la prostate nécessairement. Il faut toujours interpréter selon les contextes, selon les probabilités et selon ce que vous apprenez dans ce cours et dans vos livres. Donc, parlons du traitement au PSMA. Donc, on va commencer par parler un peu des principes de la thérapie par radioligand au PSMA. On va parler de la sélection des patients, de la consultation le jour du traitement et le suivi post-traitement. Donc, la molécule du PSMA, il faut quand même bien la comprendre. C'est une protéine transmembranaire. Et bien que PSMA, c'est Prostate Specific Membrane Antigen, c'est plutôt un glutamate carboxypeptidase et une folate hydrolase. Historiquement, on a essayé de cibler sa composante intracellulaire, mais ça, c'était un échec. Ça ne fonctionnait pas parce qu'il fallait une membrane cellulaire brisée pour pouvoir cibler cela. Mais cibler la composante extracellulaire a été un succès. Alors, ça, c'est important à comprendre. Et lorsque le cancer de la prostate se transforme en cancer malin, l'expression du PSMA augmente jusqu'à 100 à 1000 fois que les cellules normales. Et comprenez aussi que lorsque notre radiotraceur, les inhibiteurs de la PSMA, comme le PSMA11, le DCF-PYL, ils captent au niveau du domaine extracellulaire, mais la protéine s'internalise et se fixe dans les cellules. Alors, c'est sûr que le traitement au cancer de la prostate fait partie du domaine de la theranostique. Alors, il faut comprendre un peu c'est quoi on fait la theranostique. Alors, c'est vraiment l'association d'agents thérapeutiques à des agents diagnostiques qui ont des cibles biologiques très similaires ou identiques. Alors, dans notre cas, pour la plupart du temps, c'est le gallium PSMA ou le DCF-PYL associé au lutetium PSMA 617. Ça, c'est le Pluvicto ou d'autres types de molécules de PSMA. Il faut noter par contre que dans notre pratique, la plus commune, nos agents théranostiques ne sont pas identiques. Alors, le gallium 68 PSMA 11, par exemple, n'est pas identique au lutetium 167 PSMA 617. Il y a des petites variantes, mais elles sont très similaires.
Et nous, on a comme approuvé par Santé Canada, c'est le gallium-68 PSMA 11. Alors, le traitement au PSMA, au lutetium PSMA, il fonctionne. Et il y a plusieurs preuves allant d'études de phase 2 à phase 3 qui ont été assez solides. Alors, il y a le Lou PSMA Trial qui ont fait à démontrer une bonne réponse, un bon taux de réponse de l'APS 50, voulant dire que l'APS a baissé de 50% au moins, une amélioration de la douleur chez 90% et de la santé globale chez 37%. L'étude Therapy, ils ont comparé le lutetium PSMA au cabazitaxel. On peut voir que le PSA 50 était de 67% contre 37%. Le hazard ratio du radiologic progression-free survival était quand même très, très bon. Le progression-free survival à 12 mois était très, très bonne. La médiane était très similaire et la survie moyenne était similaire. Mais la raison pour cette survie très, très similaire, c'est qu'il y a eu un croisement substantiel durant l'étude et il y a eu un abandon post-randomisation substantiel chez les hommes du groupe cabazitaxel. Ça se comprend parce que après cela, ils vont vouloir chercher d'autres thérapies plus novatrices pour leur cancer de la prostate. Et bien sûr, il y a l'étude Vision, qui est très, très importante à comprendre. C'était une étude de phase 3 qui comparait le lutetium PSMA avec Standard of Care au Standard of Care. Et il y a eu une démonstration d'amélioration de la survie globale de 4 mois environ. Évidemment, une amélioration aussi de la survie sans progression à l'imagerie de 8,7 versus 3,4 mois. Il y a eu un certain nombre qui ont eu des réponses complètes, mais il faut faire attention parce que ces réponses complètes sont selon les critères du RECIST, qui est basé sur le CT. L'APS 50 a été baissé substantiellement, 46 versus 7%. L'APS 80, voulons dire que l'APS a baissé de 80% chez 33% contre 2% dans le Standard of Care. Et aussi, très, très important, la qualité de vie dans le FACT-P et le BPI-SF a été augmentée significativement. Le temps avant une détérioration a augmenté. Alors, ce n'est pas juste un traitement qui aide au niveau de la survie, mais aussi au niveau de la qualité de vie. Et ça, c'est très, très important. Alors, pour l'instant, le traitement au lithium PSMA est approuvé vraiment en dernière ligne. Alors, c'est après échec à tout ce qui existe couramment. Alors, les thérapies locales, thérapies hormonales, chimiothérapie, et là, on est rendu au lutetium PSMA. Alors, c'est sûr qu'on investigue couramment. Est-ce qu'on peut emmener cette thérapie au lutetium PSMA plus tôt dans le cursus de la maladie? Et c'est en pleine investigation maintenant. Donc, il existe suffisamment de preuves qui démontrent l'efficacité du traitement au PSMA. Les données probantes se limitent pour l'instant aux maladies avancées et ont échoué la plupart des options thérapeutiques. Sélection des patients. Donc, la population de traitement validée pour le cancer de la prostate, c'est bien sûr des adultes avec des cancers de la prostate résistants à la castration et métastatiques, avec un traitement antérieur avec au moins un inhibiteur de la voie des récepteurs d'androgènes et un ou deux chimiothérapies à base de taxane. Alors, c'est des patients inaptes à suivre un deuxième traitement à base de taxane. Ça, c'est plus l'essai Vision qui a démontré cela. Ou bien des candidats potentiels pour le cabazitaxel. Ça, c'était l'essai Therapy qui a démontré cela. Et bien sûr, l'indication dépend de l'expression du PSMA de la tumeur. Les contre-indications. Alors, il faut faire attention, ces contre-indications sont relatives.
Alors, il faut tout mettre dans le contexte clinique pour décider ou non si on s'en va au traitement. Et il faut prendre en considération aussi que couramment, lorsque les patients nous sont référés pour un traitement au lutetium PSMA, c'est qu'ils ont échoué toute autre option thérapeutique. Alors, il n'y a pas d'autre option thérapeutique pour ces patients-là. Alors, il faut faire très attention avant de leur refuser le traitement. Alors, bien sûr, il faut une espérance de vie significative, un ECOG raisonnable pour inclure ces patients-là. Sinon, ils risquent de ne pas pouvoir passer à travers le traitement en soi. L'incontinence urinaire ingérable, c'est une contre-indication. Il faut faire ça, c'est à cause des précautions de radioprotection. Une obstruction aiguë des voies urinaires. On ne veut pas que le radiotraceur stagne à ce niveau-là. Bien sûr, des patients qui sont incapables de se conformer aux procédures de sécurité radiologique, radiobiologique plutôt. Ouais, des risques de défaillance d'organes comme un taux de filtration glomérulaire très bas, des enzymes hépatiques élevées. Il faut faire attention que les enzymes hépatiques élevées, c'est en absence de métastases hépatiques. Alors, il faut le mettre en contexte de la présence de métastases hépatiques pour l'élévation des enzymes hépatiques. Et la myélosuppression à ce niveau-là, d'autres comorbidités graves ou infections aiguës, et la sélection de patients se fait cas par cas. En fait, j'avais eu un cas intéressant. Ce n'était pas pour le lutetium PSMA, mais pour l'actinium PSMA, où l'ANC était comme limite inférieure, comme très, très limite inférieure au niveau de 1.3, 1.5, 1.4. Et le jour du traitement de l'actinium de 2.5, c'était 1.3. Alors, c'était une étude de recherche et techniquement, c'était contre-indiqué. Mais le PI a décidé qu'il a tout mis cela en contexte et comme sa neutropénie est probablement à cause de ses métastases osseuses, alors allons-y avec le traitement. Et on a traité ce patient-là. Son APS est passé après un cycle d'actinium PSMA d'environ 400 à 50. Et sa neutropénie est résolue post-traitement. Alors, c'est juste pour vous mettre en contexte que des fois, l'ANC, la myélosuppression, des fois, on peut traiter, mais il faut toujours être raisonnable et sécuritaire envers nos patients et tout mettre dans un contexte clinique. Et en cas de doute, parlez à vos collègues et parlez au médecin référent pour voir si ça vaut le risque. Alors, pour les contre-indications reliées à la myélosuppression, ça dépend vraiment c'est quel cut-off que vous utilisez. Dans le consensus statement du SNMMI, ils sont un peu plus permissifs que dans les études vision et thérapie. Et personnellement, moi, je vous suggère d'être permissif à ce niveau-là parce que, comme je vous ai dit, ces patients-là, ils n'ont pas d'autres options thérapeutiques. Alors, on veut essayer d'inclure le plus de patients possible pour ces traitements. Le dysfonction rénale sévère, ça n'a pas été signalé à l'essai Vision, mais a été décrit dans certains case reports, surtout après plus que 6 cycles de lutetium PSMA. Il peut avoir des baisses significatives du taux de filtration glomérulaire. Et il faut quand même faire attention, monitorer le tout. Et une dysfonction rénale préexistante peut augmenter la toxicité parce que le radiotraceur reste plus longtemps au niveau du pool sanguin. Alors, ça peut avoir une toxicité accrue au niveau de la moelle osseuse. Alors, toxicité pour la moelle osseuse, c'est ça, l'exemple dont je vous parlais, c'est que le remplacement de la moelle osseuse est possible par les lésions métastatiques en soi et une approche décisionnelle multidisciplinaire doit être entreprise. Le superscan osseux était une contre-indication dans les C-visions. Mais par contre, quand on regarde des études plus rétrospectives et autres, il y a évidence que c'est quand même pas mal, c'est
sécuritaire de donner le traitement, même si les patients ont un super scan. Mais c'est sûr que le risque de myélotoxicité est plus élevé. Et il faut, de un, en parler aux patients, voir s'ils acceptent ce risque augmenté. Et de deux, les suivre de plus proche au niveau des prises de sang, de la formule sanguine complète, etc. Alors, dans le tableau ici, il faut faire extrêmement attention on compare une étude rétrospective à une étude prospective. On ne peut pas. Mais ça, c'est juste pour nous donner une idée générale que dans les C-visions, l'anémie, thrombocytopénie et neutropénie sont passés à 31, 17 et 8 Et cette étude rétrospective, par note, je pense, je vais dire plutôt les grades de toxicité. Et en fait, on peut voir que les chances sont sont quand même pas mal élevées. On ne peut pas comparer, on ne peut pas dire que ça, c'est plus que ça, mais on peut dire que c'est quand même significatif qu'il y aura une myélotoxicité chez les patients avec un super scan, quasiment un patient sur deux. Alors, il faut les prévenir. La thérapie antérieure au radium 223. Alors, on va être confronté à des patients qui ont déjà eu des traitements de médecine nucléaire avant d'avoir le lutetium PSMA. Et l'idée, c'est est-ce que c'est sécuritaire après du radium? Parce qu'on sait que le radium 223 peut causer de la myélotoxicité. Et là, il finit ce traitement. Et là, on ajoute un autre traitement qui peut causer de la myélotoxicité. Alors, il y a des essais cliniques comme le REASSURE Trial et le RALU Trial qui ont démontré qu'en effet, c'est sécuritaire et qu'il n'y a pas d'événements indésirables significatifs. La seule indication approuvée pour le traitement par PSMA par Santé Canada se situe à un moment très tardif de la maladie. Les critères de sélection des patients est basé sur les lignes directrices et des essais de phase 3 antérieures. Ces critères de sélection vont sûrement être modifiés dans le futur, plus que notre communauté en médecine nucléaire acquiert de l'expérience avec cette thérapie. Et comme vous avez remarqué, les effets secondaires potentiels sont surtout basés sur des effets secondaires, comme les contre-indications sont surtout basées sur des effets secondaires potentiels du traitement. Donc, l'imagerie TEP est très, très importante dans la sélection des patients pour le traitement au lutetium PSMA et idéalement devrait être effectuée dans les 3 mois avant le traitement ou bien depuis la progression du dernier traitement. Quel radiotraceur on fait? On peut utiliser les radiotraceurs couramment utilisés et approuvés par Santé Canada et FDA comme le piflufolastat. Le piflufolastat, c'est le DCF-PyL et le gallium PSMA 11. Mais tous radiotraceurs qui sont déterminés similaires à cela peuvent être utilisés. Alors, l'image de gauche, c'est les critères d'exclusion du Vision Trial. Et ils sont à savoir très, très, très bien. C'est les critères d'inclusion à la thérapie au PSM pour les thérapies probablement les plus couramment utilisées. Et essentiellement, c'est si vous n'avez pas de lésion plus intense que le foie, ben là, il n'y a pas d'indication à traiter. Mais s'il y en a, il faut voir s'il y a des lésions qui sont de taille significative et négative au PSMA. Et c'est quand même pas mal intéressant parce que quand on regarde les tailles, on a pour les ganglions 2,5 cm au court axe. Et pour les métastases d'organes solides, c'est 1 cm, mais c'est aussi au court axe. Alors, ce n'est pas au long axe, c'est toujours le court axe selon les critères de vision. Et si jamais vous n'avez pas de lésion qui rencontre les critères de taille, mais là, on inclut. Et si oui, ben, si
leurs captations sont supérieures au foie, et on les inclut. S'il y en a juste une qui est négative, on l'exclut. Il faut faire attention à l'effet de volume partiel. C'est pour ça qu'on a ces critères de taille. Mais faites très attention ici, parce que ça c'est un critère de recherche. Donc, même s'il y avait une lésion négative au PSMA, ils l'ont exclu. Mais en clinique, si vous avez juste 1% des lésions qui sont négatives au PSMA, peut-être ça vaut la peine tout de même de traiter les 99% des lésions qui le sont. Alors, il faut toujours mettre cela en perspective. Et tout ce que je vous montre aujourd'hui, comme par exemple ce critère de sélection, c'est des choses que vous pouvez utiliser pour vous guider dans vos décisions. Mais aucune règle n'est absolue. Alors, pour les critères de vision, il a été démontré que les patients qui ne répondaient pas aux critères de vision TEP, CT, avaient des résultats moins bons que ceux qui répondaient. C'est une étude cohorte rétrospective de UCLA. Et on fait, oui, alors ceux qui étaient eligible, Vision PET eligible, avaient une meilleure survie que ceux qui n'étaient pas éligibles, selon les critères de vision. Alors, ça démontre, en fait, on voit que le overall survival n'est pas significatif selon le p-value, mais que le progression-free survival du PSA l'est fait, par exemple. Alors, les critères de thérapie sont beaucoup plus restreints que ceux de vision. Alors, il faut au moins un site avec un SUV max de plus que 20. Et tous les sites restants de la maladie plus grand que 1 cm doivent avoir un SUV max de 10. Et il ne doit pas avoir de discordance au TEP, à la TEP ou FDG, comme des lésions positives au FDG et négatives au PSMA, définies comme une absorption du FDG plus élevée que celle du PSMA, ou une absorption du FDG et un SUV max du PSMA d'au bas de 10. Alors, c'est beaucoup plus restreint que les critères de vision. La TEP au PSMA est un prédicteur de réponse au niveau des traitements au lutetium PSMA. Et on peut voir qu'une captation très élevée prédisait à l'essai thérapie des réponses meilleures au niveau de l'APS et du free survival de et aussi que le traitement par PSMA a également eu des meilleurs résultats que le cabazitaxel chez les sujets ayant un SUV mean de un peu plus bas que 10. Alors ici, c'était démontré en fait que même si il n'y avait pas significativement de captation, c'était quand même supérieur au cabazitaxel. Alors ici, on peut voir que quand on compare le hazard ratio du progression-free survival de l'APS du PSMA au cabazitaxel, c'était encore non significatif avec peut-être un trend vers le PSMA. Donc ici, on pourrait dire que c'est similaire, mais chez ceux qui avaient une captation un peu plus basse, peut-être encore un peu mieux au niveau du traitement par PSMA. Et cela a été également démontré dans les visions où le SUV mean du corps entré, s'il était plus haut que 9,9 versus plus bas que 5,7, il y a eu des bénéfices en termes de survie globale. Et en fait, ces images sont très, très intéressantes. Et quand on regarde le SUV mean du whole body, alors ça, c'est en fait la moyenne des SUV de toutes les lésions. Et on peut voir que lorsqu'elles étaient supérieures à 10,2, on voit un medium progression-free survival de 14 mois versus si c'était en bas de 6, c'est 5,8. Et lorsqu'on regarde le overall survival, on peut voir quand même une différence significative des plus élevés versus le plus faible.
Alors, la TEP-OFDG est un prédicteur de réponse aussi. C'est sûr que si tu as une captation significative au FDG des lésions au PSMA avec un volume métabolique de plus que 200 millilitres, c'est associé à une réponse moindre que s'ils étaient moins que 200 millilitres. Par exemple, la PS50 arrivait un peu moins souvent. Le Radiologic Progression-Free Survival était plus court et le Progression-Free Survival de la PS était plus courte également. Alors, lorsqu'on sélectionne des patients, est-ce qu'on devrait utiliser les critères de vision ou thérapie? Mais là, le taux d'échec de dépistage est plus élevé avec les critères thérapie, 28 versus 13%. Dépendamment de où on pratique, peut-être on n'a pas autant de place au niveau de la TEP pour inclure des patients, pour inclure, peut-être la liste d'attente est beaucoup trop longue. Alors là, si on utilise les critères thérapie, on vient de doubler le nombre de TEP nécessaires, tandis qu'il y en a juste une de nécessaire pour l'essai vision. Et la thérapie s'appuie sur une analyse quantitative sur la SUV, alors que vision ne le fait pas. Alors, il faut le programme pour pouvoir faire des SUV mean de tout le corps entier pour thérapie, tandis que vision ne le fait pas. Et aussi un bémol, c'est les valeurs de SUV d'absorption du PSMA peuvent dépendre de la caméra, analogue ou digitale, de l'algorithme de reconstruction, du temps écoulé depuis l'imagerie et d'autres facteurs. Personnellement, moi, je trouve que c'est toujours mieux d'utiliser des méthodes plus de quantification relative, comme relative au foie, relative à d'autres organes, plutôt qu'utiliser les SUV max ou les SUV mean. Y a-t-il un avantage d'ajouter la TEP au FDG aux critères de sélection? Je pense que oui, il y a probablement un avantage, mais il faut tout le temps mettre cela en contexte des ressources disponibles. Dans le sens que cette étude par Cypher et al. Ont démontré que l'ajout de la TEP au FDG, au TEP de PSMA, permettait d'exclure juste 3% de patients supplémentaires aux critères, avec le PSMA tout seul. Et c'est probablement plus en lien avec des métastases osseuses indolentes au TDM que l'on ne peut pas voir. Parce qu'autrement, on peut voir des ganglions de 3 cm ne captant pas le PSMA. Alors, c'est vraiment plus à ce niveau-là. Est-ce que ça vaut la peine? Si on a des ressources illimitées, je pense que oui. Ça nous donne toujours plus d'informations d'avoir une TEP au FDG. Mais si on a des ressources limitées et qu'il faut faire des choix, peut-être que ça ne vaut pas la peine de faire une TEP au FDG chez ces patients-là. Donc, le verdict sur la TEP au FDG, c'est sauf si les ressources le permettent, ce n'est pas essentiel. On peut les utiliser dans d'autres scénarios cliniques. Par exemple, si à la TEP au PSMA, il y a une lésion hépatique, on n'est pas sûr si c'est une lésion traitée ne captant pas le PSMA ou une lésion dédifférenciée ne captant pas le PSMA ou une néoplasie autre. Alors là, on peut recommander une TEP au FDG dans ce contexte. Mais c'est important que les patients reçoivent aussi une TDM avec contraste ou une IRM pour exclure des maladies PSMA négatives, notamment au niveau du foie. Alors, je vais vous montrer un cas essentiellement d'une TEP au PSMA que j'ai vu à UCLA, où quand j'ai lu la TEP au PSMA, je voyais plein de lésions au niveau hépatique et j'en voyais aussi des ganglions de comme 3 cm sans captation au PSMA. Et là, j'avais un très, très haut doute de si ce patient serait éligible au traitement. On a fait un FDG et en effet, ce patient-là n'est pas éligible au traitement au PSMA, mais la TEP au PSMA tout seul, avec les autres éléments, surtout au niveau des ganglions abdominaux pelviens, aurait été suffisante, mais ça, c'est vraiment un cas. La TEP au FDG permet aussi d'augmenter notre confiance, aussi à rejeter un patient du traitement au lutetium PSMA. Donc, il est très, très important. Aucun critère est absolu.
la maladie PSMA négative à plus petit volume, il faut faire attention. Il y a un nombre limité de cas de maladies PSMA négatives qui ont été traités. Euh, et il faut aussi penser que les patients ont complété toutes les options thérapeutiques disponibles. Alors, avant d'utiliser un critère pour les exclure d'un traitement, il faut vraiment voir si ça vaut, si c'est significatif. Si, disons, comme je vous ai expliqué, s'il n'y a rien qu'une lésion qui est négative au PSMA, ça ne vaut pas nécessairement la peine de rejeter les patients. Alors, si par exemple sur 100 lésions, vous avez une ou deux lésions, peut-être ça vaut la peine d'appeler le médecin référent, d'aviser le patient, lui dire que c'est possible que ces lésions-là progressent, mais la nette majorité vont répondre. Alors, on continue avec le traitement. Donc, vision et thérapie peuvent tous les deux être utilisés pour la sélection des patients en vue d'une thérapie. L'utilisation approuvée couramment, c'est celle des critères de vision. La TEP au PSMA et la TEP au FDG jouent tous deux un rôle dans la prédiction de la réponse. Alors, c'est sûr que si on a toutes les ressources, juste faire une TEP au FDG pour avoir un élément prognostique au traitement serait très utile. L'ajout d'une évaluation TEP au FDG à chaque thérapie PSMA n'est pas possible dans tous les centres. Alors, il faut vraiment y aller cas par cas. Et c'est ça, en fin de compte, toute décision à traiter ou non est du cas par cas. La consultation. Donc, le but de la consultation de n'importe quelle thérapie en médecine nucléaire, dont celui au lithium PSMA, c'est d'assurer l'éligibilité au traitement. Alors, selon la revue de dossier et l'entrevue avec le patient, il faut vraiment apprendre à connaître l'état clinique, faire un examen physique si nécessaire, les laboratoires et les imageries pertinentes. Il faut expliquer le plan de traitement et des procédures, les avantages potentiels et les profils des effets secondaires aux patients, et d'expliquer et d'assurer la conformité des lignes directrices en matière de radioprotection. Pour les effets secondaires, beaucoup peuvent être retrouvés au niveau des essais cliniques, de la monographie, et je veux dire, on ne peut pas tous énumérer les effets secondaires aux patients. Dans le monde idéal, il faudrait leur donner des ressources pour qu'ils puissent lire dessus, mais il faut leur expliquer les plus communs et les plus sévères. Alors, ça, c'est par exemple certains exemples qu'on peut leur dire. On peut leur dire qu'il y aura une fatigue, une perte d'appétit, des maux de tête. Il faut leur expliquer évidemment la sécheresse au niveau buccal et oculaire qui pourrait arriver secondaire au traitement au lutetium 177 PSMA, les effets secondaires gastro-intestinaux, hématologiques et aussi musculosquelettiques parce que c'est possible que le traitement augmente la douleur de façon transitoire chez les patients. Alors, pour qu'ils s'y attendent, pour qu'ils ne pensent pas que l'augmentation de la douleur reflète un échec du traitement. De façon très intéressante, ça augmente les chances d'infection des voies urinaires. Alors, c'est quelque chose qu'il faut prévenir les patients. Et il y a bien sûr d'autres effets indésirables qu'on peut leur expliquer. Et pour les consignes de sécurité radiologique, de précaution de radioprotection, ça va vraiment dépendre de où vous travaillez. Le but ultime, c'est que tous les patrons disent la même chose aux patients pour qu'il n'y ait pas une grande discordance dans la pratique d'un site. Mais pour vous mettre en référence, la monographie liste ces précautions ici, comme les contacts rapprochés peuvent être limités juste 2 jours, 7 jours si enfant ou femme enceinte.
l'abstention d'activité sexuelle pendant 7 jours, dormir dans une chambre séparée 3 jours avec les adultes ou femmes non enceintes, 7 jours avec les enfants et 15 jours pour les femmes enceintes, et utiliser de la contraception 14 semaines après la dernière dose. Mais en contraste, on peut voir que, par exemple, au CHUM, nous, on donne des mesures de radioprotection beaucoup plus longues, un peu plus, ben, ouais, avec beaucoup plus de précautions que la monographie. Et en fait, c'est vraiment 7 jours avec les adultes, 14 jours pour les enfants et les femmes enceintes, garder des bonnes habitudes d'hygiène, précautions au niveau des salles de bain, ne pas partager les ustensiles, les serviettes, contraception jusqu'à 6 mois après la dernière dose, et parler d'hydratation, hospitalisation, consigne de voyage et de décès. Ce que je vous suggère de faire, évidemment, où vous allez travailler, c'est vraiment de parler à ceux qui ont de l'expérience avec le traitement et tout, et vraiment d'essayer d'avoir des mesures de radioprotection qui font le tour de toutes et qui sont, là, vous allez décider avec votre équipe si vous voulez aller d'un point de vue plus minimaliste ou maximaliste, et les deux approches fonctionnent. Le jour du traitement. Donc, le jour du traitement, c'est évident, on reçoit le produit radioactif, on s'assure que c'est le bon et que que le transport s'est bien passé, que le quality control s'est bien passé. Il faut vérifier les informations sur le produit, comme les informations d'identification, les dates de référence, la dose, et il faut les enregistrer, évidemment. C'est pratique qu'il y ait une salle de bain réservée pour les patients qui reçoivent des traitements radioisotopiques pour ne pas contaminer les autres. Et comme vous voyez, ça c'est ce qu'on fait au CHUM. On met du revêtement au niveau de la porte et du siège de la salle de bain pour les protéger. La chambre du patient, c'est utile d'avoir une civière, mais on s'entend que le patient ne va pas rester. C'est pas comme un traitement au dotatate où le patient reste 4 heures avec nous. Au PSMA, il restera vraiment pas longtemps. Alors, ça peut être une chaise. Euh, c'est très important d'avoir des pads absorbants au cas de conséquences de déversement et surtout aux endroits où on pense qu'il y aurait potentiellement un déversement, par exemple à côté du site d'injection, au sol, près du site d'injection, etc. Euh, L'installation de l'intraveineuse du patient peut être faite soit avec un robinet à 3 voies ou un cathéter en Y. Vraiment, les deux fonctionnent, ça dépend ce que vous préférez. Et c'est très important d'assurer que la voie est bien dans la veine et qu'il n'y a pas d'extravasation du produit. Alors, on teste avec du salin, on s'assure qu'il n'y a pas de douleur, qu'il n'y a pas de bosse qui se forme, parce que si jamais on injecte le produit en sous-cutané plutôt qu'en intraveineux, ça peut causer de la nécrose. Donc, l'infrastructure est essentielle au traitement au radioligand PSMA. Les installations doivent optimiser la radioprotection. Suivi post-traitement. Donc, on va parler du suivi biochimique, d'imagerie, la gestion des effets secondaires, et puis on va finir en parlant de l'avenir des traitements de radioligand au PSMA. Donc, vous pouvez toujours vous référer aux guidelines qui existent au niveau de ces traitements. Et on fait le suivi biochimique ici, il parle de comme une formule sanguine complète, créatinine, 2 à 3 semaines après chaque cycle, 4 à 6 semaines après le dernier cycle. Faire l'APS 4 à 6 semaines après la thérapie. Il faut vraiment penser que l'APS peut s'aggraver et que l'APS doit être interprétée selon les critères du Prostate Cancer Workgroup 3. L'APS est fiable 2 à 3 semaines après le deuxième cycle de thérapie. Okay, alors ça, c'est très important. Alors, si, disons, après 3-4 semaines, il y a une augmentation de l'APS,
après le cancer, après le traitement au lutetium PSMA, il faut faire très attention avant de déterminer que cela est une progression. Parce qu'il y a en effet un flare de l'APS qui est possible après les traitements au PSMA. Alors, c'est ça. Les effets favorables sur l'APS peuvent être retardés de 12 semaines, suivi d'APS minimum de 12 semaines s'il y a d'autres preuves de progression. Si par exemple il y a des nouvelles lésions, des nouvelles douleurs atypiques, on veut prouver davantage. Et il faut ignorer les augmentations de l'APS au cours des 12 premières semaines. Alors, la progression, en fait, c'est s'il y a une baisse par rapport à la valeur initiale après le traitement, mais là, toute augmentation au-dessus du nadir, confirmée par une deuxième valeur, c'est une progression. Mais s'il n'y a pas eu de baisse par rapport à la valeur initiale, il faut juste prendre au sérieux les augmentations au-delà de 12 semaines. Alors, le flare de l'APS, la définition, c'est évidemment une augmentation initiale de l'APS suivie d'une diminution en dessous de la valeur de base. Le mécanisme n'est pas tout à fait compris. On pense que peut-être c'est à cause des cellules lysées. Un peu dur à dire qu'est-ce qui se passe. Et ça a été décrit avec la thérapie au radium. Alors, on voit le même phénomène au radium, qu'il y a eu des études rétrospectives, une étude rétrospective au moins, où il y a eu un flare chez 9 à 35% des patients, selon les différentes définitions. Alors, une augmentation de l'APS du premier cycle suivie d'une baisse en dessous de la ligne de base, chez 12%. Une augmentation de l'APS après le premier cycle suivie d'une baisse plus élevée ou égale à 50% de la valeur initiale, 9%. Et puis, toute augmentation de l'APS suivie d'une baisse par rapport à la valeur maximale, il y a eu cela dans 36% des patients. L'hypothèse dans leur étude, c'est la liste tumorale qui libère l'APS. Et en fait, toutes les définitions de poussée d'APS de cette étude ont eu une meilleure survie globale par rapport à une augmentation persistante. Alors, ça démontre que ce flare, peut-être c'est un bon signe, ou bien que c'est équivalent à une réponse. Et cette réponse était similaire aux sujets ayant présenté une diminution immédiate de l'APS. Et certains sujets ont eu des poussées qui ont duré uniquement pendant les premiers cycles et d'autres après plusieurs cycles. Augmentation après le premier cycle de 20% et quelques-unes qui ont duré plus longtemps, 39%. Alors, c'est pour ça que c'est très, très important de corréler avec la clinique, en fait. Alors, c'est toujours mieux si la poussée ne dure qu'un cycle que plusieurs cycles. On peut voir ici des progression-free survival et de overall survival meilleurs. Et en fait, moi, personnellement, j'ai déjà eu un cas d'un flare au radium qui a duré, en fait, exactement 12 semaines. Et puis, ça s'est stabilisé, voire baissé un peu. Alors, il y a eu une étude qui a été effectuée à UCLA pour voir si, au lieu d'attendre 12 semaines, est-ce qu'on peut attendre 6 semaines après la thérapie? Et en fait, eux, ils ont déterminé que oui, on peut attendre 6 semaines. Alors, s'il y a une augmentation de la PS 6 semaines après le début du traitement au lutetium PSMA, bien là, on peut prendre cette augmentation comme une augmentation réelle. Et pour eux, la réponse, leur définition, c'était 30% de déclin d'APS, progression, une augmentation de plus ou égale à 25% et stable entre les deux. Et leur survie était améliorée s'il y avait un déclin d'APS à 6 semaines versus stable ou en progression à 6 semaines. Et parmi les sujets présentant une progression à l'APS à 6 semaines, il y en avait 31, un avait un APS stable à 12 semaines et un avait une baisse de 30% à 12 semaines. Alors, même avec ces critères-là de 6 semaines, il faut faire attention parce que c'est possible que même si tu progresses après 6 semaines, que leurs critères à eux ne s'appliquent pas à chaque patient parce qu'il y en a eu 6%, donc 2 patients, qui en effet ont eu des APS stables à 12 semaines et même un qui a baissé de plus égal à 30% à 12 semaines. Alors, chez ce patient-là, ça aurait été très plate d'arrêter le traitement au lutetium PSMA basé sur une augmentation d'APS après 6 semaines.
Alors, ils peuvent être effectués à 6 semaines et ils peuvent être un indicateur, comme un indicateur de si il y a un commencement de progression ou non. Ça dépend si vous êtes prêt à prendre ce risque de 6%, qui n'est pas élevé en soi. Alors, chez 94, des patients qu'eux, ils ont étudiés, leur critère fonctionnait très bien à 6 semaines. L'imagerie scintigraphique au lutetium PSMA, c'est une imagerie diagnostique PSMA gratuite, essentiellement. Alors, et ça peut permettre de suivre les lésions de cycle en cycle, et ça peut être effectué 1 à 2 jours après l'injection. Chez les caméras gamma, dans les caméras gamma, on utilise le pic d'énergie 208 keV avec un collimateur d'énergie moyenne. Euh, et je pense que si on veut utiliser les deux, il faut faire du scatter correction, les deux pics. Et c'est ça. Pour l'imagerie de suivi, c'est pas mentionné dans la monographie du produit, mais mentionné dans les lignes directrices du SNMMI EANM 2023. Évidemment, la modalité optimale de suivi, c'est la TEP OCT au PSMA. Et il est important d'inclure l'imagerie de radiologie diagnostique dans les régions qui peuvent être manquées, c'est à la TDM faible dose, notamment au poumon, au foie. Et la scintigraphie osseuse est facultative si on fait une TEP au PSMA et la TEP au FDG pourrait être effectuée si cliniquement justifiée. Et eux, ils suggèrent à tous les 12 semaines et à la fin des cycles de thérapie. Et l'interprétation après, en fait, c'est très important parce que c'est quand même très nouveau faire une TEP au PSMA post-traitement. Et bien qu'actuellement, la réponse au traitement est évaluée par TDM et scintigraphie osseuse selon les critères du Prostate Cancer Group 3, il y a eu des nouveaux critères qui ont été développés pour l'interprétation des TEP au PSMA post-lutetium PSMA. Alors, tu as les critères PPP, progression de PSMA. Et ça, c'était basé sur des critères du Prostate Cancer Work Group qui prennent en compte un test qui présente beaucoup moins de flare et une spécificité plus élevée. Donc, s'il y avait 2 nouvelles lésions à distance, il n'y avait aucun test de confirmation requis, c'était considéré une progression. S'il y avait une nouvelle lésion à distance, c'est suffisant pour évoquer une progression si il y a une évidence de progression clinique ou biologique et que la lésion est validée comme en 3 mois. C'est recommandé de valider cette lésion, mais c'est non obligatoire. Et s'il y a une augmentation de 30% d'augmentation de la taille ou de la captation du traceur dans un ou plusieurs lésions, ça nécessite des données cliniques ou de laboratoire cohérentes et une confirmation par biopsie ou imagerie corrélative dans les 3 mois, suivant la TEP au PSMA. L'accent est mis sur la progression de la maladie à distance, car la progression locale isolée est rare et l'impact clinique de la progression locale est moins clair. Alors, ces critères, c'est plus la progression de maladie à distance. Un critère un peu plus intéressant, c'est le RECEP 1.0. C'est le critère d'évaluation de la réponse en imagerie PSMA. Eux, en fait, ils ont pris, c'est très, très intéressant, ils ont pris des patients et puis ils ont évalué leur survie selon les résultats de la TEP au PSMA après 2 cycles de thérapie. Et en fait, alors ils ont fait des volumes total et tout. Et en fait, eux, ils ont déterminé que tu as une réponse complète, évidemment, si tu n'as pas de captation au PSMA. Ça, c'est clair. Une réponse partielle, si tu as une diminution du volume de captation de PSMA de 30% ou plus et aucune nouvelle lésion. Et puis, tu as une progression de la maladie si tu as une augmentation du volume de 20% et aussi des nouvelles lésions. Mais ce qui devient très, très intéressant, c'est la catégorie de maladie stable. S'il y a une diminution du volume de PSMA de 30% et des nouvelles lésions, ou bien une augmentation du volume de 20% sans nouvelles lésions, et là, c'est une catégorie stable.
Et pourquoi est-ce qu'on les appelle stables? C'est parce que leur survie est meilleure que ceux qui ont progressé. Alors, c'est très, très important d'être au courant de ces critères pour pouvoir interpréter convenablement ces TEP au PSMA. Voici un tableau de plein de critères disponibles d'interprétation post-RLT. Alors, il y a bien sûr le RECIST 1.1, le AP Prostate Cancer Group 3, le A-Persist, le PPP et le RECIP. Je vous laisse les consulter ici si vous voulez prendre une photo. OK. Alors, quels critères semblent la plus utile? En fait, ils ont fait une étude pour comparer tous ces critères. Et en fait, ils ont remarqué que le RECIP 1.0 avait le meilleur, le meilleur classement de fiabilité interlecteur, le rapport de risque de progression de la maladie par rapport à non-progression de maladie, et une capacité de prédire le prognostic. Donc, les augmentations de l'APS doivent être interprétées avec prudence en raison d'un possible flare. Les mesures de l'APS peuvent être fiables dès 6 semaines après le début du traitement par PSMA, mais il faut faire attention avec ce critère. Plusieurs critères existent lors du suivi d'imagerie après traitement par PSMA, RECIP 1.0 apparaissant comme le plus prédictif de réponse ou de progression. Là, la gestion des effets secondaires. Ce que je vous recommande pour toute gestion d'effets secondaires de tout produit radiopharmaceutique, c'est de vérifier la monographie des produits. C'est souvent très, très bien indiqué quels effets secondaires mènent à quel changement de traitement ou bien quelle modification de traitement. Alors, évidemment, au lutetium PSMA, si on a une suppression de la moelle osseuse significative, bien, on peut reporter le cycle. On peut attendre à ce qu'il y ait une récupération. Mais bien sûr, si c'est trop, trop sévère, il faut l'arrêter. S'il y a, par exemple, un grade 2 ou plus, on peut les suggérer de diminuer l'activité qu'on donne dorénavant. Alors, une fois qu'on diminue la dose de lutetium PSMA donnée à un patient, il ne faut pas la réaugmenter. Il va de soi aussi dans la toxicité rénale, la bouche sèche également, surtout s'il y a des altérations au niveau de la qualité de vie. Les réactions indésirables gastro-intestinaux, la fatigue, les anomalies électrolytiques et n'importe quelle autre toxicité. Je vous recommande fortement, lorsque vous prenez en charge des patients pour ces traitements-là, c'est d'avoir votre monographie proche ou bien un document que vous vous êtes fait pour avoir tous ces scénarios et voir quelles sont les meilleures conduites à tenir. Point de gestion supplémentaire, évidemment, s'il y a un événement squelettique comme une fracture, il faut retarder le traitement jusqu'à qu'une prise en charge appropriée a été effectuée. S'il y a une toxicité hépatique inacceptable, il faut arrêter le traitement. Et comme je vous ai expliqué auparavant, une poussée de douleur liée à la tumeur peut survenir au cours de la première semaine suivant le traitement, mais globalement, s'améliore à partir de la deuxième semaine chez les patients qui répondent. Quand est-ce qu'on arrête la thérapie? Bien là, c'est une approche cas par cas. Ça dépend. C'est conformément à la monographie, si le retard de traitement est supérieur à 4 semaines, le traitement doit être interrompu. Et il existe des preuves cliniques de progression et en règle générale, s'il existe des preuves cliniques de progression et aucun bénéfice clinique du traitement par PSMA, il est raisonnable d'arrêter le traitement. Mais comme dans les critères de sélection, il faut vraiment y aller cas par cas, discuter avec les collègues, les médecins référents, s'assurer que ça vaut la peine d'arrêter le traitement. Il y a beaucoup de questions dans la thérapie au PSMA qui n'y a pas de réponse.
Comme qu'est-ce qu'on fait s'il y a une progression après 2 ou 3 cycles? Est-ce qu'on arrête ou on continue jusqu'au 6e cycle? Est-ce qu'il risque de répondre un peu plus tard? On n'est pas sûr. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un soulagement de la douleur, mais une absente diminution de l'APS? Quand faut-il exactement arrêter les thérapies? Quelle est la fréquence optimale d'administration? Là, on administre 6 cycles à chaque 4 à 6 semaines. À chaque 6 semaines, disons, mais est-ce qu'il y a des formules qui sont plus efficaces? Est-ce qu'on peut retraiter après ce cycle si la réponse a été excellente? Et quand exactement faut-il utiliser la TEP au PSMA comme marqueur de réponse? Il y a énormément de questions qui vont éventuellement avoir des réponses, mais pour l'instant, non. Donc, les événements indésirables modulent les doses thérapeutiques ultérieures. Les doses de traitement peuvent être réduites de 20%. Il est recommandé, une fois diminuées, de conserver cette dose pour les traitements ultérieurs. Il existe de nombreuses questions sans réponse concernant la thérapie au PSMA et l'avenir s'annonce prometteur et va beaucoup changer notre pratique actuelle du traitement au lithium au PSMA. Parlons de l'approche thérapeutique multidisciplinaire d'un point de vue de la médecine nucléaire. Donc, vous allez remarquer que dans le traitement radioisotopique en général, il faut une équipe derrière cela, surtout dans les traitements comme le Lutathera, le PSMA et autres. L'équipe, normalement, est composée de technologues, d'un nucléiste, d'un ou des secrétaires. Si on est chanceux, on a accès à un infirmier ou une infirmière. Les membres de comité de tumeur, oncologues, spécialistes référents et le personnel de recherche. Alors, le personnel de recherche, bien sûr, s'applique seulement pour les projets de recherche. Et cette équipe-là va être présente pour la sélection des patients, le traitement des patients et le suivi post-traitement. Donc, pour la sélection des patients, bien évidemment, l'oncologue et le spécialiste ou le spécialiste référent, lui, il aurait fait le bilan pour voir si le patient est éligible pour le traitement avant de l'envoyer. Et puis nous, en médecine nucléaire, bien, on vérifie ce qui a été fait, on complète le bilan s'il y a des parties manquantes. On fait la consultation avec le patient pour éventuellement confirmer l'éligibilité à la thérapie. Au besoin, on peut présenter chaque cas à un comité de tumeur où le comité de tumeur, en fait, confirme que la thérapie au lutetium PSMA serait la meilleure thérapie à donner. Les technologues en médecine nucléaire sont là pour nous aider avec les bilans d'imagerie si on en a besoin. Si on a accès à un infirmier ou une infirmière, bien, eux, ils peuvent nous aider avec la consultation, avec les prises de sang et autres, et avec la communication avec le patient. Ça pourrait être aussi effectué par un technologue en médecine nucléaire. Et les secrétaires en médecine nucléaire, bien, programmer le traitement, les dates, envoyer les documentations requises au patient, commander la dose et mise à jour du calendrier du nucléiste, par exemple, ou de tout autre calendrier. Ça, c'est dans un point de vue clinique. Si on se va avec un point de vue plutôt recherche, mais là, tout est déjà comme pré-inscrite dans le protocole. Alors, il faut juste suivre le protocole à la lettre et le personnel de recherche s'en occupe, s'assure que l'éligibilité selon le protocole de recherche est respectée. C'est sûr que le médecin co-investigateur en médecine nucléaire, il doit confirmer que tout a été bien fait avant de donner le traitement. Et le ou la technologue en médecine nucléaire assiste l'équipe de recherche dans le traitement. Pour le traitement du patient, ben, l'oncologue et le spécialiste référent, là, rendu le jour du traitement, par exemple, lui, il est moins impliqué, sauf s'il y a un problème imprévu. Alors, s'il y a un problème imprévu le jour du traitement et tu veux communiquer avec le médecin référent, ça serait bien d'en discuter. Alors, il doit demeurer disponible en cas de problème imprévu. Le médecin nucléiste vérifie l'éligibilité de la thérapie, rappelle aux patients les effets secondaires, les précautions de sécurité de radioprotection, vérifie la dose et administre le lutetium PSMA en poussée lente. Le technologue en médecine nucléaire prépare le flacon de lutetium PSMA,
L'infirmière peut aussi refaire un rappel au patient et installer le patient dans la salle de traitement. Ça pourrait être aussi effectué par le technologue. Et en recherche, c'est très similaire, sauf que c'est plus des personnels de recherche qui préparent les patients et tout, et le médecin, essentiellement, il fait son rôle dans le projet d'administrer le lutetium PSMA et bien sûr, vérifier l'éligibilité de la thérapie et rappeler les effets secondaires et de sécurité de radioprotection. Et le ou les technologues en médecine nucléaire préparent le flacon du lutetium PSMA. Lors du suivi post-traitement, on s'attend à ce que les patients soient suivis par leur médecin référent. Alors, l'oncologue spécialiste référent fait leur suivi clinique comme d'habitude et gère les effets secondaires conjointement avec la médecine nucléaire. Alors, s'ils ont des questions sur les effets secondaires, ils peuvent nous appeler et nous, on est aussi relativement responsables des effets secondaires, alors on peut les aider dans cette optique. Le médecin spécialiste en médecine nucléaire, on fait un suivi biochimique. On interprète évidemment l'imagerie de suivi. On demeure accessible à répondre aux questions des patients s'il y a des effets secondaires importants. Bien sûr, il faut examiner le dossier avant les doses suivantes pour voir s'il y a eu des événements significatifs aux patients entre-temps et gère les effets secondaires conjointement avec le médecin référent. L'infirmière en médecine nucléaire, si pas présent le technologue, peuvent recevoir les appels des patients en première ligne et orienter le patient vers le médecin si nécessaire et peuvent suivre le suivi biochimique. Et les secrétaires peuvent modifier la planification de la dose si nécessaire, modifier l'ordre des doses et mise à jour des calendriers. Et en recherche, en fait, ça demeure la même chose, mais sauf que les effets secondaires doivent être apportés et tout. Alors, il y a tout un personnel de recherche impliqué dedans et les rôles demeurent similaires. Donc, la thérapie au PSMA est nouvelle. Cela nécessite une approche multidisciplinaire, dans le sens que vous savez sûrement à quel point c'est un traitement présentement pas très accessible, en espérant qu'il deviendra plus accessible. Donc, chaque traitement doit être optimisé. On doit choisir les meilleurs patients à traiter et les traiter de la meilleure façon. Chaque membre de l'équipe de traitement doit connaître son rôle respectif et dans n'importe quoi en médecine, la communication et le travail d'équipe sont essentiels et demeurent extrêmement importants. S'il y a un effet secondaire imprévu le jour du traitement, ça ne doit pas être difficile de contacter le médecin référent. Les liens de communication entre tous les membres d'équipe doivent être simplifiés et rapides. L'avenir du traitement au PSMA. Donc, cela s'applique dans la plupart des traitements radioisotopiques, surtout les nouvelles comme le Dotatat, le PSMA. On aura des nouveaux produits radiopharmaceutiques. Maintenant, on a celui qui est approuvé par Santé Canada, c'est le Pluvicto, le lutetium PSMA 617. Mais le PSMA INT, ce qui est Imaging and Therapy, il sera probablement approuvé comme dans les prochaines années. Et en fait, ils sont très, très similaires. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça va créer de la compétition. Et avec la compétition, les prix vont, on espère, baisser. D'autres produits radiopharmaceutiques, c'est des paires théranostiques pures. Alors, comme je vous ai expliqué que le gallium-68 PSMA-11 et le lutetium PSMA 617 ne sont pas pareils. Mais là, il y a des paires théranostiques comme le RH PSMA 7.3 qui, eux, ils utilisent plusieurs liens pour juste inverser quel produit est radioactif et lequel n'est pas. Donc, les molécules sont identiques. La théorie derrière cela, c'est vraiment de pouvoir
comme avoir une biodistribution identique dans le produit diagnostique et thérapeutique. Est-ce que ça a un impact clinique significatif? Mais ça reste à être prouvé. Un autre exemple, c'est le Copper 64-67, SARS bis PSMA. Je pense, ça c'est un petit typo, c'est le Secure Trial, pas le sécurisé, mais le Secure Trial. Et on fait la demi-vie du Copper 64, c'est de 12,7 heures, qui est à des sites un peu plus distantes. Et celui-là, permet l'imagerie TEP par des intégrations de positrons. Et le Copper 67 a une demi-vie de 61 heures et une dégradation bêta- d'électrons pour pouvoir traiter. Et ça, c'est une paire pure radiopharmaceutique theranostique. Alors, il y en aura d'autres. Et en fait, il y a un produit radiopharmaceutique qui est assez intéressant, c'est le lutetium Evans Blue PSMA 617. Et en fait, l'idée, c'est d'augmenter le lien de ce produit radiopharmaceutique au cancer de la prostate pour pouvoir livrer une dose avec une dose moins élevée. Ça, c'est très intéressant parce que ça pourrait diminuer le coût du traitement et pour une efficacité similaire. D'autres produits radiopharmaceutiques, on peut utiliser d'autres isotopes comme le terbium 161 et l'actinium 225 qui en fait permettent de livrer plus de doses aux tumeurs. Et en fait, c'est cela. Et ça met des avantages significatifs, le terbium, et sera évalué par le Violet et l'actinium PSMA avec plusieurs essais cliniques. Et on peut voir que quand on compare l'actinium au lutetium, les doses sont nettement plus élevées. Et ce que l'actinium fait contre le lutetium, il émet des rayonnements bêta-, des électrons, tandis que l'actinium émet des particules alpha qui sont beaucoup plus destructrices des cellules tumorales. Ça, c'est une liste non exhaustive de nouveaux radiotraceurs qui vont sortir. Par exemple, il y a l'actinium PSMA Trillium, qui n'est pas dans cette liste, de Bayer, qu'on fait présentement au CHUM, qui utilise l'actinium 225. Et il y en aura d'autres, sans doute, qui vont s'ajouter. Le séquençage du traitement va changer probablement au niveau du lutetium PSMA, dans le sens là, on traite en dernière ligne, mais on va probablement traiter de plus en plus tôt si les effets cliniques démontrent un avantage. Alors, il y a plein d'études qui sont probablement encore non exhaustives qui évaluent cela présentement. Et puis, il y a l'idée de combiner des thérapies. Peut-être, si on combine certaines thérapies, on peut prendre avantage de mécanismes qui peuvent, en fait, amplifier les effets de chaque thérapie. Alors, de un, peut-être on pourrait le combiner avec des anti-androgéniques pour profiter de la régulation positive transitoire de l'expression du PSMA qui arrive fréquemment. On peut combiner à l'immunothérapie pour profiter de la réponse adaptive et immunitaire induite par la thérapie radioligand. Peut-être le combiner à un inhibiteur de PARP pour profiter de la diminution de la réparation de l'ADN induite par les PARP inhibitors. Et combiner à d'autres agents de radiothérapie, d'autres agents radiopharmaceutiques ou de radiothérapie pour profiter de l'effet additif. Et là, si on traite la toxicité des glandes salivaires, ça nous aiderait énormément au niveau du traitement au lutetium PSMA parce qu'un des facteurs très limitants de notre thérapie, c'est les effets au niveau des glandes salivaires. Surtout lorsqu'on utilise des isotopes plus puissantes comme l'actinium, là où on a démontré que la xérostomie devient sévère.
Pour l'instant, on n'a pas de solution déterminée pour cet enjeu, surtout avec si le traitement cible les glandes salivaires. Alors, on n'a pas vraiment de solution sur le point-là. Il y en a eu plusieurs propositions comme l'injection du Botox, des compétiteurs de la liaison ciblant le PSMA des glandes salivaires, le polyglutamate et glutamate monosodique, l'amifostine, la greffe de cellules souches ou du jus de citron. Mais une nouvelle approche qui est très intéressante, c'est d'essayer de cibler le cancer de la prostate sans cibler, en fait, les glandes salivaires. Et ça, c'est par exemple ce qui tente de faire avec l'actinium 225 PSMA Trillium, où la captation au niveau des glandes salivaires n'est pas aussi marquée qu'avec les autres traitements, par exemple, pas aussi marquée qu'avec le Pluvicto. Le retraitement. Alors, il y a plusieurs études, surtout comme plusieurs études qui ont évalué la pertinence du retraitement. Et en fait, en général, la conclusion, c'est que c'est tolérable et il y a un effet. Alors, peut-être on va voir dans le futur qu'au lieu d'arrêter à 6 cycles, on va ajouter plusieurs autres ou bien on va retraiter jusqu'à temps qu'on puisse. Alors, on verra ce qui arrivera à cet égard, mais le retraitement est quelque chose qui est en train d'être évalué pour optimiser le nombre de cycles qu'on peut donner, surtout chez les patients qui ont une très, très bonne réponse. Alors, la recherche dans la thérapie radioligand comme au PSMA, elle est très, très active. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup qui va changer. La thérapie PSMA est investiguée pour déterminer son usage plus tôt dans l'évolution de la maladie, si on peut donner plus de cycles de thérapie, et aussi pour son usage en thérapie combinée. De nouvelles molécules PSMA sont sur le point d'être approuvées et sont en train d'être développées. Alors, le suivi du traitement, comme conclusion, le suivi du traitement par radioligand PSMA comporte de nombreux éléments et j'espère que cette présentation vous aura éclairé. La thérapie par radioligand PSMA est nouvelle et le paradigme de traitement et de suivi est susceptible de changer dans l'avenir.